Deuxième film de l'année, deuxième film vu à l'aveugle et deuxième film qui parle du cancer et de la mort. J'ai l'impression que je me suis lancé dans un Die January, moi. Et tu es vivante. La chambre d'à côté est le 25e film à peu près de Almodovar. Je dis à peu près, ça dépend si vous comptez ses débuts et ses collaborations. Il s'agit là d'un drame et de son premier film tourné en anglais. D'ailleurs, ça m'a un peu manqué la Spanish Touch. C'est un film que j'ai décidé d'aller voir parce que voilà, je vois l'affiche, je vois que c'est Almodovar, je me dis que ça fait un petit moment que j'avais pas vu un Almodovar. Je vois Tilda Swinton, qui est une très bonne actrice, et je vois Julianne Moore, que j'aime particulièrement. Et j'avais très envie de Julianne Moore. Enfin non, j'avais très envie de voir Julianne Moore. Non, en fait, la première phrase fonctionne aussi. Avec Julianne Moore comme voisine, je resterai pas longtemps dans la chambre d'à côté, moi. Et première chose, justement, le film s'appelle La chambre d'à côté, The Room Next Door. Et je me suis demandé s'il y avait une ironie ou s'il fallait juste y voir un symbole, parce que elle n'est pas du tout dans cette pièce qui justement est à côté de la chambre de la future défunte, mais dans la chambre du bas au rez-de-chaussée. Parce que donc le personnage de Tilda Swinton est dans une certaine chambre et elle veut être accompagnée pour ses derniers jours, en fait, sa future euthanasie, par son ami joué par Julianne Moore. Et donc elle lui dit qu'elle a besoin de quelqu'un dans la chambre d'à côté. Alors on peut y voir juste un symbole, mais du coup elles arrivent dans une maison où il y a vraiment deux chambres qui sont côte à côte, donc le symbole est assez puissant. Et en fait, dès le début, Julianne Moore dit cette chambre est trop petite, je vais voir celle d'en bas. Et elle trouve que celle d'en bas est mieux, donc elle lui demande si ça la dérange qu'elle prenne la chambre du bas au rez-de-chaussée. Elle dit non, pas de souci. Bon, voilà, je trouve que ça casse déjà un petit peu le concept du titre. Et puis, même s'il existe cette affiche que j'ai vue, et je me disais, bah, à quoi elle sert cette affiche si au final elles n'ont pas une chambre communicante. Après, c'est peut-être fait exprès pour péter le code, pour péter la symbolique premier degré. C'est donc l'histoire d'une femme malade qui n'a plus d'espoir de rémission cette fois-ci, et qui décide donc de mettre fin à ses jours avec une pilule qui pourra l'euthanasier. Sauf que voilà, elle a encore quelques jours devant elle avant un peu de se dégrader, environ un mois, et elle a envie de passer ce mois dans une jolie location avec une amie à ses côtés, avant de se décider à prendre cette pilule au moment où elle sentira que voilà, l'instant est venu de la prendre. Alors moi, c'est un sujet qui ne me choque pas du tout. J'ai d'ailleurs été surpris en rentrant de la séance et en rattrapant quelques vidéos sur le film, des petites analyses, des petites interviews, tout ça, de voir que pas mal de gens parlent encore d'un sujet tabou, voilà, d'un film qui aborde quelque chose d'un peu révoltant, d'un peu choquant. Je comprends pas. Je pensais qu'on avait avancé sur ce sujet, mais apparemment non. C'est peut-être en ça que ce film est bien et d'utilité publique, peut-être de rappeler aux gens où on en est encore. Moi, il s'agit d'un sujet auquel je pense depuis l'enfance, puisque j'ai été très malade moi-même, et puis il y a eu beaucoup de gens malades autour de moi, et je suis pour l'euthanasie. Bon, évidemment, si elle est réclamée, ou quelques cas éventuellement très extrêmes où la personne est en pure souffrance, qu'on sait qu'il n'y a plus du tout d'espoir, et que cette personne est incapable de s'exprimer d'une manière ou d'une autre pour dire si oui ou non elle veut qu'on mette fin à ses jours et qu'elle ne pourra plus récupérer ces facultés-là pour l'exprimer. Je peux aussi vous dire que quand j'étais ado en éducation civique dans mon école catho, on a fait un débat sur l'euthanasie. J'étais seul contre tous, contre les 15 autres élèves de ma classe et mon professeur, évidemment, puisque école catho. Mais j'ai cette fierté, avec un prof très peu indulgent, d'avoir eu la meilleure note, bien qu'il m'a dit à la fin du cours, par contre, je ne suis toujours pas d'accord avec toi. Donc en gros, j'avais les meilleurs arguments, mais t'as pas envie d'abattre tes convictions que tu as depuis des années pour pas passer pour un con ou pour pas avoir à remodeler ton système de pensée. Vous comprenez pourquoi j'ai du mal avec les gens qui sont dans les religions? Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai pas pu apprendre grand chose avec le monde des adultes autour de moi quand j'étais petit. Et donc dans le trou à rats où j'ai grandi, être tout seul à penser par soi-même, c'était assez éreintant. Heureusement j'ai fui et j'ai trouvé des gens plus ouverts d'esprit dans des villes plus évoluées. Sauf que au bout de 20 ans, on se rend compte que ce sujet apparemment, il avance mais à pas de nain de jardin, quoi. On sent
que ça a évolué dans la tête de beaucoup de gens, mais pas forcément encore dans la société, surtout américaine. Et ça, c'est un truc, je m'en étais pas forcément rendu compte, parce qu'en plus, ayant grandi près de la frontière belge, et en Belgique, hein, c'est tout à fait accepté depuis très longtemps l'euthanasie. Je trouvais déjà que la France était un peu en retard, mais je trouvais que les idées évoluaient, notamment dans le nord où j'ai grandi, même si j'étais entouré de cathos qui étaient très très cons par rapport à l'euthanasie, genre ça se fait pas à cause de Dieu, foutez-nous la paix avec ça, il y a plein de gens qui y croient pas, alors arrêtez de nous faire chier avec Dieu. Mais dès qu'on allait dans une ville un petit peu plus grande, on avait des gens qui avaient une réflexion sur le sujet, une meilleure réflexion, peut-être parce que la Belgique était pas loin. Et puis quand je partais dans des plus grosses villes, des villes plus évoluées, en tout cas avec un intellect un peu plus développé, on avait, je trouvais que c'était scindé un peu en 50-50. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a encore énormément de religions et l'euthanasie est toujours interdite, elle est toujours illégale, ce que je trouve absolument abject et complètement ridicule, comme les religions. Vous l'aurez compris, les gens qui parlent d'euthanasie comme d'un crime, je les emmerde. Ceux qui appellent ça un suicide, bah oui, en fait, sur le fond, oui. Mais par contre, ceux qui jugent le suicide comme étant quelque chose que les gens n'ont pas le droit de faire, je les emmerde aussi. On ne nous a pas demandé notre avis pour être mis au monde, alors on n'a pas à décider de ce qu'on va faire de notre vie ou de notre mort. On nous inflige tout ça, là, une vie, des gens, du stress, de la maladie. On n'est pas obligé de jouer avec ces règles du jeu-là. De toute façon, quelqu'un qui veut vraiment faire cette chose-là, elle le fera, avec ou sans votre accord. Je trouve ça juste chiant d'entendre encore des cons régressifs dire qu'on n'a pas le droit. Surtout quand c'est au nom de leurs amis imaginaires là-haut, ou en bas, hein. Il y en a aussi qui vénèrent celui qui est tout en bas. Hein. Pour moi, chacun dispose de sa vie et de sa mort comme il veut. Évidemment, il faut venir en aide à quelqu'un qui se sentirait poussé vers le suicide parce que plein de choses ne vont pas dans sa vie, alors qu'il a envie de vivre et que les choses s'améliorent. Mais pour ceux qui sont réfléchis et résolus sur le sujet, pour ceux qui sont atteints de maladies, de déformations, de tout ce que vous voulez, qui ruinent leur vie, qui les font souffrir au quotidien, ceux-là font absolument ce qu'ils veulent. Je suis un peu virulent sur le sujet parce que j'ai remarqué quelque chose sur divers sujets quand je suis face à des gens dans une religion. C'est que, prenons l'exemple de l'euthanasie, si je rencontre quelqu'un qui est catho, qui est dans un sale état, qui est vraiment en train de souffrir, et on me dit, cette personne, elle va souffrir jusqu'à la fin de sa vie, des années qui lui restent à vivre, là, elle sera incapable de se lever, de marcher, elle va souffrir le martyre du matin au soir. Si je discute avec cette personne et que cette personne me dit non, malgré tout, je veux subir mon calvaire parce que je crois en Dieu et que voilà, je veux pas commettre ce crime envers mon Dieu, ça je respecte. Parce que c'est sa vie, c'est sa bulle, c'est son monde, même si dans ma tête j'ai ce petit démon qui me dit mais c'est débile, je vais même pas lui dire ce que je pense, je suis ok, c'est ton truc, ouais, y a pas de problème. Par contre, inversement, si moi je suis dans cette situation en train de souffrir le martyre et que je demande l'euthanasie, cette personne catho me dira non, je t'aiderai pas, je peux pas faire ça, c'est contre mes convictions. Voilà la différence entre quelqu'un qui ne croit pas et quelqu'un qui croit. C'est-à-dire que moi j'ai des convictions, je ne crois pas à toutes ces conneries de religion, je trouve ça même très grave, on ne devrait plus vivre avec tout ça. Et pourtant, si cette personne n'essaie pas de me convertir, de machin, etc., je vais respecter sa petite bulle de croyance. Bref, beaucoup de religions liberticides, hein, ça va ensemble, hein, c'est un pléonasme. Il m'est tout de même arrivé, alors très rarement, mais de temps en temps, de tomber sur des gens très croyants, mais qui respectaient des idées opposées aux leurs, hein, qui laissaient les autres faire. Mais bon, voilà, on voit que ça leur plaît pas forcément, mais ils n'étaient pas dans le truc d'essayer de vous convaincre. Non, ça ne se fait pas parce que Dieu ceci, Dieu cela. Voilà, ces gens qui n'essaient pas d'insister, ça ne me dérange pas. Ceux qui veulent vous infliger comme ça de continuer à vivre dans la souffrance, vous êtes des bourreaux. De toute façon, religieux, bourreaux, pléonasme. J'ai les mêmes discours hein, depuis le début du collège. Vous comprenez mieux pourquoi on ne m'aimait pas dans mon école catho. Et moi, avec ce discours, je ne sais pas de vous convertir, je ne fais que partager et j'essaie d'être juste une voix pour ceux qui sont en train de vivre comme moi j'ai pu vivre par le passé dans un endroit sectaire où personne autour de moi n'avait de réflexion qui allait dans mon sens et où je n'avais aucun soutien et aucun ami dans les mêmes idées. Donc voilà, moi j'essaie de vous apporter ça. Si ça
peut éventuellement faire du bien à quelqu'un comme ça, d'avoir une soupape. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'humour noir ou les œuvres irrévérencieuses, satiriques. Par exemple, des trucs comme South Park, ça me faisait un bien fou quand j'étais môme. Je me disais, quelque part, il existe des gens voilà, qui pensent comme ça, qui écrivent, qui arrivent à s'exprimer. Je trouvais ça génial. Bref, parenthèse fermée. Donc je suis pour l'euthanasie et surtout pour l'euthanasie des gens qui sont contre l'euthanasie. Je peux pas m'en empêcher, j'adore blasphémer. Donc j'étais complètement converti aux propos du film. Et malgré tout, j'ai moyennement aimé le film. Alors je dis moyennement, au moment où je regarde le film et que j'arrive au bout, je me dis que j'ai bien apprécié le film, mais quand j'arrive au générique de fin, je ressens un manque. Le film est pourtant bien mis en scène, hein, sans être non plus une mise en scène absolument incroyable. Il est aussi très bien interprété, en même temps Tilda Swinton et Julianne Moore. Et bizarrement, malgré l'intensité de leur jeu et le sujet, j'ai pas forcément été très ému, j'ai pas été particulièrement touché. J'avais peut-être même un peu trop la sensation, j'étais un petit peu bloqué sur le fait de voir ces actrices que j'aimais bien jouer et au final pas forcément être les personnages. Je voyais Julianne Moore, je voyais Tilda Swinton et je les voyais faire leur performance et j'étais pas tant que ça dans l'identité des personnages. D'ailleurs, j'ai déjà un peu oublié leur nom de personnage, donc je vous les appelle Tilda et Julianne Moore. Est-ce que le jeu était peut-être un peu trop démonstratif? Est-ce que le film, c'était pas plus un message que voulait faire passer le réalisateur plutôt que vraiment construire une œuvre? Je suis encore un peu en débat là, dans mon fort intérieur, dans ma tête, sur pourquoi il me manque quelque chose. Ensuite, le concept de la chambre d'à côté, qui n'est pas à côté, donc qui est à côté de la plaque. J'ai trouvé le cheminement du film assez évident, attendu, du coup sans surprise, et sans véritables enjeux. Mais ça, je vais y revenir dans la partie spoilers. Donc globalement, c'est bien, mais j'ai presque envie de dire que ça manque un petit peu de vie. Ouais, entre mes convictions sur l'euthanasie et mes jeux de mots morbides, vous comprenez pourquoi mes profs m'aimaient pas. Là, on est encore face à un personnage, c'est pas un vrai reproche, mais c'est une réflexion que je me suis faite, qui a réussi, qui a un certain raffinement, qui a un certain niveau de vie, qui est aisé, et qui peut du coup se permettre une fin idéale, une mort apaisée. Alors moi aussi dans la vie, j'aimerais être un de ces personnages avec tout ce raffinement, cette éducation, ce compte bancaire surtout. Mais on ne peut pas s'empêcher de se dire que ça facilite aussi le scénario. Le pognon, ça résout tout. Elle veut être euthanasiée alors que c'est illégal. Elle connaît la bonne personne, qui la met en relation avec la bonne personne pour être en contact sur le dark web et obtenir une pilule pour l'euthanasie. Une pilule que l'on imagine coûter cher, mais qu'elle peut complètement se payer sans aucun souci. Comme par hasard, cette pilule, je l'oublie à la maison. Alors ok, je suis un peu malade et je commence à avoir des pertes de mémoire, d'accord, mais t'oublies quand même le truc essentiel, comme par hasard, alors que t'as rien oublié d'autre. Mais du coup, c'est bien, t'as du pognon, donc tu t'es barré très très loin de ton ancien appartement avec ta copine dans une location isolée, mais tu peux prendre la bagnole, y retourner, faire l'aller-retour et revenir. C'est bien aussi du coup d'avoir des copines qui ont le même compte en banque que toi. Une copine du coup qui peut aussi se permettre, si elle veut se changer les idées, de sortir de la maison et d'aller se payer le premier coach personnel qu'elle peut trouver dans cet endroit qu'elle ne connaît pas pour pouvoir faire un peu de sport, etc. Et puis du coup ça peut laisser l'autre personnage seul quand il le faut. Ce qui permet aussi un peu une respiration de la part du spectateur parce que du coup on sort un petit peu de cette maison et de cette ambiance malade. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, notamment dans des films dont je vous ai parlé récemment. Je vous ai parlé de L'amour au présent, c'était déjà le cas, ou dans un autre registre, dans le film Plus jamais avec Blake Lively, ou plutôt Jamais plus. J'arrête pas de le confondre avec Plus jamais avec Jennifer Lopez. Ou pareil, on avait des personnages dans une autre situation, mais une situation assez sombre où c'est difficile de s'en sortir. Et comme tous les personnages sont raffinés, éduqués, ont du recul sur les choses et du pognon, ça facilite beaucoup de choses. Et du coup, dans ce film, j'ai pas non plus ressenti le poids de ces gens que je critiquais justement en début de vidéo, ces gens liberticides, ces gens qui veulent décider pour vous, et autant je déteste ces gens-là dans la vie de tous les jours, mais dans une œuvre, j'ai presque envie de le ressentir, parce que déjà, bon, on est protégé, c'est une œuvre, tout ça est faux, et puis voilà, ce ne sont pas des gens qui sont face à vous, on a cette barrière qui est celle de l'écran, et ça permet de ne pas être non plus dans l'oppression et la colère absolue, et d'avoir ce temps de réflexion qu'on n'a peut-être pas toujours dans la réalité quand on est face à ces gens. Je vous avoue que devant un film, je prends le temps de la réflexion, alors que dans la vie de tous les jours, face à ces gens-là, j'ai plutôt envie de coller un pain.
Du coup, je ressens pas ce poids alors qu'on est censé être dans un pays où ils sont en train de faire quelque chose d'illégal. J'aurais plus voulu ressentir l'illégalité de la chose, peut-être comme dans un film comme 4 mois, 3 semaines, 2 jours, je crois que c'était ça le titre. Bon, là, c'était sur l'avortement, mais on sentait bien cette ambiance oppressante, ce pays qui vous interdisait de faire ce que vous voulez. Là, on le ressent pas trop. On est dans quelque chose d'assez sécuritaire, je trouve. Il y a juste une scène où on va le ressentir, mais ça, j'y reviendrai dans la partie spoilers. Il y a assez peu de personnages, mais globalement, tous les personnages que l'on voit dans le film, ils acceptent cette idée d'euthanasie très facilement, sans aucun débat. Alors sur le fond, ça me fait plaisir parce que je me dis oui, c'est dans ce monde-là qu'on devrait vivre avec des gens, si on leur parle d'euthanasie, ils devraient tout à fait être dans l'acceptation du sujet. Pas forcément pour eux, si c'est pas leur conviction, mais foutre la paix aux autres avec ce sujet. Mais en même temps, en tant que spectateur, devant une œuvre artistique, devant une œuvre cinématographique, je suis un peu frustré qu'il y ait pas un petit peu plus de choses conflictuelles. Ça me fait ressentir un peu un vide. Je trouve qu'il n'y a pas de cas de conscience dans les personnages que l'on voit, et du coup c'est ce qui fait que je suis un peu divisé sur le film. Pourtant vous avez clairement compris mes convictions, et pourtant j'aurais voulu avoir un petit peu plus de grain à moudre, un petit peu plus de matière à débat dans mon esprit, à philosopher, etc. Cela dit, pour les nouvelles générations, ce film a l'air d'aller vraiment dans le sens de vous dire que voilà, l'euthanasie c'est naturel, donc c'est peut-être pas plus mal. Peut-être moi, c'est peut-être dû à ma génération, à mon âge, au fait d'avoir vu énormément de films et du coup aimer les choses un petit peu plus complexes. Je pense que c'est le genre de film qui peut être d'utilité publique. C'est le genre de film que tu peux montrer à l'école. Tu peux montrer facilement à des jeunes gens pour que voilà, ils se rendent compte que c'est pas un sujet grave, que voilà, pour leur allumer des réflexions dans le crâne. Pour leur ouvrir l'esprit, hein, parce qu'ils peuvent avoir des familles très dangereuses et très liberticides qui vont les formater et leur dire ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. C'est le genre d'œuvre qu'il faut montrer très jeune à des gens pour qu'ils se disent ah ok, bon mes parents pensent comme ça, mais là par exemple je vois qu'il y a des gens qui pensent aussi comme ça, donc c'est à moi de décider. C'est à moi de décider où je me situe par rapport à ce sujet. C'est en ça que j'adore le cinéma, c'est que le cinéma c'est tout un panel de possibilités. Je trouve ça bien de voir même un film où il y aurait des personnages qui seraient contre l'euthanasie, mais des films où ils sont pour, des films où c'est divisé, etc. Et être obligé de voir tout ce panel de personnages, parce qu'à un moment, du coup, tu n'as plus d'influence, puisque tu n'as que des discours différents, donc tu es mis au pied du mur et tu es obligé de faire tes propres choix. Moi, je me suis gavé de films très très jeune, et c'est vrai qu'au début, les premiers films, on a tendance peut-être à penser un petit peu dans le sens du film, et puis après, on voit une œuvre qui est complètement contradictoire et qu'on adore, et ainsi de suite. Et en fait, plus on voit de films, de séries, de documentaires, etc., plus on va vers plein de choses, mais différentes, hein, pas toutes formatées par le même système. Je pense à Hollywood, par exemple. Des trucs très différents, des auteurs très différents. À un moment, vous n'avez plus le choix. Vous êtes obligé de réfléchir par vous-même. Donc voilà, je vous disais, le film ne m'a pas apporté grand-chose. J'ai pas de nouvelles convictions. Ça m'a pas apporté matière à me questionner. J'ai pas de nouveaux débats intérieurs. J'ai pas eu de gros sentiments de colère ou d'indignation, à part sur une scène, celle sur laquelle je vais revenir dans la partie spoiler. C'est un petit peu sage, je trouve. Et comme je vous disais, donc peut-être plus un film d'utilité publique avec un message positif à faire passer aux nouvelles générations, plutôt qu'une vraie œuvre intense qui suscite le débat et ce genre de choses. J'aurais même tendance à trouver que c'est une œuvre qui a un peu de retard, quoi. Le fait de la voir en 2025, j'étais surpris et je me suis dit, en fait, le monde est encore un peu en retard sur ce sujet-là pour qu'on ait une œuvre comme ça aujourd'hui. Pour moi, cette œuvre, j'avais l'impression qu'elle avait presque 20 ans de retard, et en fait, non, c'est plutôt le monde qui est encore en retard. Je rappelle malgré tout que j'ai vu un bon film, c'est juste que je trouve qu'il ne m'a pas enrichi. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'il y a quelques réflexions un peu cyniques que j'ai bien aimées, notamment Julianne Moore à un moment qui dit que ce monde est inhumain, mais qu'elle n'imagine pas que les choses vont aller en s'arrangeant. J'ai bien aimé ce genre de petites réflexions, surtout qu'elle est écrivaine et son amie, elle est reporter à Sensation, enfin sur les terrains de bataille, ce genre de choses. Donc c'est quand même des personnages qui ont de la culture. Et j'aurais voulu plus de mordants comme ça, plus de réflexions sociétales sur la vie, etc., la misanthropie ou la philanthropie. Mais des belles phrases, des belles réflexions. Je trouve au final que ce film priorise des choses assez terre à terre, assez banales, assez communes. Un peu pratiquement la vie de Monsieur Tout-le-Monde, tout en étant
avec des personnages comme ça ayant une certaine aisance et des possibilités que nous, on n'aurait peut-être pas. Dans la première scène, Julianne Moore est en train de dédicacer son roman et on comprend que ce roman parle de la mort et elle dit clairement que, en gros, elle est contre la mort. Tu vois, elle a un problème avec la mort. Plus tard, un personnage va mentionner le fait qu'elle a des craintes, elle a une peur de la mort, quelque chose qu'on peut tout à fait comprendre. Et du coup, je trouve qu'elle est dans une acceptation extrêmement facile. Quand elle aide son amie, ça n'aide pas à approfondir la psychologie du personnage de Julianne Moore, alors qu'il y avait des choses à faire. Je dis pas que c'est contradictoire, parce que moi, comme beaucoup de gens, j'ai une certaine crainte aussi envers la mort, et pourtant, je pourrais tout à fait accompagner quelqu'un qui veut être euthanasié, sans sourciller, mais là, c'est un film, on n'a que 2 heures pour connaître ce personnage, on nous tease comme quoi elle a un problème avec la mort, et on le ressent jamais, ce souci, face à son ami qui est en train de dépérir. Et quel dommage du coup d'avoir un personnage d'écrivaine comme ça, et de ne pas utiliser comme ça la psychologie profonde du personnage et des philosophies de vie. Il n'y a aucun débat qui a l'air de se faire à l'intérieur des personnages. Tilda Swinton ne remet jamais en cause ce futur acte qu'elle veut commettre. Julianne Moore ne s'interroge pas non plus sur elle-même ou sur les intentions de son ami, tout est accepté. Donc je trouve que Julianne Moore accepte peut-être avec une facilité un petit peu trop déconcertante, et surtout en sachant que ça fait des années qu'elle n'avait pas vu son ami. Je trouve qu'il y a un lien comme ça qui se recrée extrêmement vite. Je dis pas que c'est impossible, mais ça fait un peu bizarre, quoi. Je me dis, cette séparation qu'a créé la vie, chacune avec leur boulot, etc., elles se sont pas vues depuis des années. Cette séparation qui est mentionnée dans le film, elle ne sert à rien. On aurait très bien pu nous dire que c'était les 2 meilleurs amis du monde depuis très longtemps. Alors le film est basé sur un roman que j'ai pas lu, que je ne connaissais pas. Je sais pas si le roman est plus intense, je suppose que oui, c'est souvent le cas avec les romans. Alors on voit que Tilda Swinton, le personnage est malade, elle joue très bien. J'ai quand même pas pu m'empêcher de ne pas la trouver suffisamment diminuée. J'avais déjà eu un peu ces propos-là sur l'amour au présent. Bon là, elle a quelques petites micro-pertes de mémoire, alors ça c'est crédible. Mais à part ça, elle reste quand même plutôt digne, hein. En même temps, c'est aussi un peu le sujet du film, hein, garder sa dignité. Mais moi, j'ai vu des gens mourir du cancer, j'en ai eu un, j'ai passé des années à l'hôpital, j'ai vu plein de gens avoir des cancers, je sais aussi dans quel état moi j'ai été. On n'a pas entièrement cette dignité, on peut l'avoir dans la tête, mais au niveau du corps, au niveau de il y a quelque chose d'un peu pathétique, quelque chose d'un peu pitoyable, d'un peu affaibli. Mais comme je le disais pour l'amour au présent, eh bien ici ce sont des personnages aisés, éduqués, avec une vie sereine, avec des possibilités financières. Et c'est clair que tout ça, ça agit sur le physique et du coup le moral aussi. Ce qui sont des choses que moi j'avais pas quand j'étais môme, que les gens autour de moi n'avaient pas. Donc c'est clair qu'on a peut-être pas fini dans le même état. Ça peut avoir, comme je vous le disais dans l'amour au présent, un petit côté agaçant pour le spectateur de se dire bah pourquoi moi je suis une loque quand je suis malade et pourquoi eux ils sont tout pimpants, ils ont encore plein de réflexions sur la vie. Et puis ce petit côté peut-être un peu irritant de se dire ok, bah ils ont appris qu'ils vont mourir et ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec le pognon qui leur reste. Bon là, en l'occurrence, ça fait pas des folies, enfin dans le sens où elle est pas en train de voyager, le film s'éparpille pas du tout, mais elle se loue une baraque monumentale. D'ailleurs, il y a une piscine et tout, elles s'en servent jamais. Moi, je sais pas, je vois une piscine, même une piscine gonflable, il faut que je saute dedans. Même une piscine à balles, il faut que je saute dedans. On n'a pas forcément en plus cette notion de je profite de mes derniers instants. Enfin voilà, après chacun sa façon de profiter. Ben là, ce qu'elle choisit pour profiter, ouais, c'est se reposer, quoi. Donc voilà, des personnages très dignes face à une maladie qui est censée les amoindrir. Moi personnellement, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Faudrait peut-être que je commence à fréquenter des gens riches, moi. Sujet plus léger, un petit détail qui m'a amusé, à un moment on rentre dans l'appartement de Tilda Swinton et il y a un tableau avec Marilyn Monroe. Et je sais pas pourquoi je me dis, tiens, je vais regarder dans le décor, on ne sait jamais, est-ce qu'il y aurait un petit clin d'œil quelque part à Audrey Hepburn? Je pense à ça parce que je suis fan d'Audrey Hepburn. Et à un moment je pense à ça, je me dis, tiens, est-ce que le film à un moment planquerait un clin d'œil à Audrey Hepburn? Il n'y a aucune raison
pour laquelle je pense à ça, si ce n'est que j'ai vu un tableau Marilyn Monroe, donc voilà, je me mets à penser à Audrey Hepburn qui est de la même époque. Et bref, il se passe au moins une demi-heure, 40 minutes, et à un moment, elle regarde des DVD, et au moment où elle va changer de DVD, je vois qu'il y en a un qui est sous la télévision, à plat. Donc en fait, il faut vraiment connaître le truc par cœur pour le reconnaître, parce qu'il est vraiment pas mis en évidence du tout. Mais j'ai reconnu Funny Face, voilà, j'ai reconnu 7 jaquettes de DVD. Voilà, ça ne sert à rien, mais j'étais content. Je me suis dit, tiens, il y a Audrey Hepburn. Et je me demande combien de gens allaient capter que c'était Funny Face. En rôle très secondaire, on voit une actrice qui joue Tilda Swinton jeune. Très jolie d'ailleurs cette actrice. Alors je trouve que physiquement elle ressemble pas à Tilda Swinton parce que Tilda Swinton elle a un physique très particulier. Elle a un regard comme ça, elle a des yeux un peu gris. Enfin, elle a vraiment un visage très atypique et un regard très atypique. Mais bon, ça le fait le temps du film. Mais je vais rebondir sur un truc dans la partie spoiler. Je vous expliquerai pourquoi je mentionne ça. Et je suis en train de me rendre compte que en fait on peut passer à la partie spoiler dès maintenant. À la fin du film, pas de surprise vu le sujet, Tilda Swinton meurt. Et sa fille, avec qui elle est brouillée depuis des années, vient rejoindre Julianne Moore post-décès de sa maman. Et sa fille est interprétée par Tilda Swinton. Donc voilà, bon, ça marche au niveau maquillage, parce que du coup elle est un petit peu maquillée pour être un peu vieillie, usée par la maladie. Et du coup quand on la voit jouer sa fille, effectivement on a l'impression que Tilda Swinton, on se dit putain mais en fait elle a 20 ans de moins que le personnage qu'elle était en train d'interpréter. Mais j'ai trouvé que c'était peut-être pas forcément le choix le plus judicieux, parce que j'avais du mal à voir autre chose que Tilda Swinton et le personnage qu'elle a interprété pendant tout le film. Alors à un moment il mentionne bien dans le film que oui ta fille je l'ai déjà vue, elle te ressemble trait pour trait. Bon, ça fait sourire. Surtout quand on voit Tilda Swinton débarquer à la fin dans le rôle de sa propre fille. Mais je suis pas sûr que ce soit le choix le plus judicieux. On peut même pas dire que c'est pour essayer de perpétuer l'idée que cette mère vit encore à travers sa fille, parce qu'elles n'ont pas de lien, elles n'ont jamais eu de point commun, c'est mentionné dans le film. Et je me souviens que dans ma salle, il y avait 2 petites vieilles qui descendent l'escalier à la fin du film, parce que moi je suis toujours dans mon siège parce que je reste jusqu'à la fin du générique, et j'entends les 2 petites vieilles là qui descendent, et j'entends 2 phrases qu'elles échangent, et la première dit c'était bien mais c'est dommage, le seul truc que j'ai à reprocher c'est qu'ils aient pris la même actrice pour faire la fille. Donc ça m'a fait sourire, je me suis dit ah on pense pareil mamie. Et il y a sa copine qui lui répond « Ah bah moi j'avais même pas remarqué ». Donc elle, complètement à côté de la plaque, m'a mis 2, parce que ça peut pas se louper, quoi. C'est clair que c'est Tilda Swinton, c'est clair que c'est la même actrice. Et en fait, du coup, j'aurais trouvé ça intéressant de plutôt essayer de trouver une actrice qui ressemblait à Tilda Swinton, surtout que du coup, on a vu une Tilda Swinton jouée par une actrice pour l'interpréter quand elle avait une vingtaine d'années. Cette actrice lui ressemblait clairement pas. Et là, on se retrouve avec une version, on va dire, de 40 ans. La fille, elle doit avoir une quarantaine d'années. Et bah oui, là, elle lui ressemble trait pour trait. Normal, c'est la même actrice. Mais du coup, elle ressemble toujours pas à la fille de 20 ans. Au début du film, on voit comment le père de la fille de Tilda, joué par Tilda, est mort. C'est un mec qui a été traumatisé par la guerre, et à un moment, avec sa nouvelle femme, il passe devant une vieille baraque qui est en train de flamber, il s'arrête, on voit qu'il est traumatisé par le feu, et il entend des hurlements à l'intérieur de la maison, des hurlements qu'il n'y a pas du tout. On comprend que c'est son post-traumatisme qui est en train d'agir, et donc il va vers cette baraque, et sa femme essaie de le retenir, mollement. Elle n'y arrive pas du tout et elle tombe comme une pauvre quiche. Alors là, c'est le cliché de la pauvre femme faible. Mais alors, vraiment, parce que lui, il n'a rien fait de mal, il n'a pas tiré un grand coup de ça, il avance dans la maison et elle tombe comme une quiche, ce que j'appelle la chute de film d'horreur, la chute qui arrange le scénario et la chute qui n'est pas du tout crédible. En plus, elle tombe très mal même au sol, elle n'a pas quelque chose corporellement qui nous fait comprendre pourquoi elle reste un peu au sol, genre elle est blessée ou quoi que ce soit. Je trouve que ce moment est vraiment nul en termes de jeu et de mise en scène.
Alors l'actrice est bien sur le reste, mais ce moment, il y a quelque chose qui passe pas. Je trouve que ça fait très fake et ça me sort de l'action. Et en plus, après, quand le père va mourir asphyxié enfin asphyxié ou brûlé, on ne sait pas exactement, mais il meurt dans la maison, les pompiers sont là, et elle dit aux pompiers, j'ai tout fait pour le retenir. Et là, tu te dis, mais non, t'as rien fait du tout. T'as à peine insisté, t'es tombé comme une pauvre quiche. Et enfin, il y a quelque chose d'un peu ridicule dans cette scène. Donc je vous disais, il n'y a pas de doute par rapport au sujet de l'euthanasie de la part de Tilda, de Julian. Et il y a Turturro qui joue un personnage secondaire. Lui, c'est pareil, quand on lui parle de ce sujet, c'est accepté tout de suite. Donc pareil, pas vraiment d'enjeu ou de débat de ce côté-là. La fille de Tilda, à la fin, pareil, elle n'a pas l'air de trop se questionner, de vouloir un petit peu plus d'informations. Elle aurait pu vouloir essayer de comprendre s'il y avait vraiment eu une aide de la part de Julianne Moore, une euthanasie, quelque chose. Est-ce que ça l'aurait mis en colère? Est-ce que ça, au contraire, aurait été dans le sens de ses convictions à elle? Il n'y a aucune évolution ou résolution de conflit entre Tilda, mère et fille, puisque du coup, elle ne se voit pas pendant le film. Elle dit à Julianne Moore de ne pas la contacter, que ça ne sert à rien, qu'elles n'ont plus rien à se dire. Au final, à la fin, quand on voit Julianne Moore échanger quelques mots avec cette fille, elle apprend une ou deux anecdotes de la part de Julianne Moore qu'elle ne connaissait pas, et elle a presque l'air attendrie de connaître ces anecdotes-là. Alors on se dit, mais en fait, sa mère, pourquoi elle lui a tout simplement pas raconté d'elle-même? Parce qu'en plus, c'est des trucs qui la concernent, c'est des choses sur son père. Peut-être que vous auriez eu une meilleure relation juste si tu avais pensé à dire ce que lui a répété Julianne Moore. Vu que c'est illégal, on pourrait croire qu'il va y avoir toute une enquête, tout ça. Bah non, il y a un petit truc, et en fait, juste après, il y a l'intervention de l'avocate, et en gros, ta gueule, c'est réglé. Les deux amies, Tilda et Julian, elles ont été séparées pendant quelques années par la vie, mais c'est par la vie en fait, c'est simplement à cause du boulot, etc. Donc on n'exploite même pas peut-être quelque chose qui aurait pu les séparer. Il n'y a pas de vieilles rancœurs qui ressortent, il n'y a pas spécialement d'anecdotes ou juste des anecdotes positives, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas d'aveu, donc il n'y a rien à résoudre. Du coup, c'est un film assez apaisant sur le sujet de la mort. Alors je peux comprendre que ça ferait du bien à certaines personnes, mais je me dis que c'est quel genre de personnes? Ça va être une minorité? Ça va être quoi? Ça va être les gens concernés par la maladie? Des gens en phase terminale qui vont avoir besoin de réconfort? Et vont-ils vraiment trouver du réconfort dans ces personnages qui ont l'air d'avoir quasiment tout réussi dans leur vie? Est-ce qu'on peut vraiment trouver un réconfort quand on est une personne lambda face à ces personnages aisés? Face à des personnages qui sont sans faille, alors que ces gens-là qui sont au seuil de leur mort sont peut-être en train de faire un bilan de leur vie, et eux sont en train de voir les choses négatives qu'ils ont laissées derrière eux, les choses qu'ils auraient voulu accomplir et qui n'ont pas réussi. Parce que là, au final, le personnage de Tilda Swinton, je trouve que le seul truc, le seul regret qu'elle a, c'est sa relation avec sa fille. Mais encore, elle essaie même pas de l'améliorer, cette relation. Elle a complètement accepté qu'elles étaient différentes et chacune leur vie, chacune de leur côté. Et on n'a pas l'impression non plus qu'elle est détruite par ça. À un moment dans le film, j'ai pensé à un scénario. Je me suis dit, ça serait amusant, assez noir mais amusant, que cette pilule qu'elle a achetée donc de manière illégale et sur le dark web soit un fake, soit un produit de merde qu'on lui a vendu comme étant voilà, le produit qu'elle recherchait, et qu'en fait ça ne la tue pas. Il y aurait eu une sorte d'ironie très noire. Il y aurait eu des parallèles à faire, le fait que en fait, on lui ait vendu une fausse pilule et que du coup ça la force encore à vivre. Ça aurait fait un parallèle avec cette société qui vous force à vivre. Voilà, c'est leur discours, hein, pas d'euthanasie, pas de suicide, pas machin. Ça aurait pu être quand même une pilule avec des saloperies à l'intérieur, ce qui aurait pu la rendre malade. Du coup, au final, lui infliger ce manque de dignité, cette souffrance qu'elle ne voulait pas subir avec cette maladie. Elle aurait pu peut-être le subir quand même à cause de cette pilule. Voilà, à un moment, je me suis dit, ils vont peut-être partir dans quelque chose d'un peu noir comme ça. Mais alors, pas du tout. Je vous parlais parfois de manque peut-être d'impact, et c'est pareil, même cette histoire de porte. Je trouve que la manière dont c'est mis en scène, à chaque fois que Julianne Moore avance dans l'escalier pour voir si la porte est ouverte ou fermée, il n'y a pas la tension qu'on devrait ressentir, parce qu'en fait, elle lui dit qu'elle laissera toujours la porte ouverte, et le jour où elle verra la porte fermée, c'est que ça y est, elle a pris la pilule. Et du coup, il y a des petits moments comme ça où le matin, Julianne Moore se lève, elle regarde et ouf, la porte est ouverte à chaque fois. Mais je trouve que ce rendez-vous avec le spectateur, de voir Julianne Moore avoir ce rituel, il n'y a pas de tension, il n'y a pas un moment où on a vraiment peur en se disant « Ah là là, est-ce que la porte va être fermée ?»
Non, je trouve qu'on est assez passif devant le film, on attend à un moment de voir que cette porte est fermée et c'est tout. Et puis du coup, donc on n'est pas dans la chambre d'à côté. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, avec cette histoire de porte ouverte et fermée, si elle avait eu la chambre d'à côté, ça cassait un peu le truc. Parce que, admettons, elle décide donc enfin de se suicider, elle ferme la porte. Alors déjà, elle pourrait l'entendre, donc ça pourrait lui mettre la puce à l'oreille tout de suite. Et puis, elle ferme la porte et elle fait quelques pas pour aller chercher sa pilule. Son amie se réveille, elle ouvre la porte, elle voit que la porte est fermée. Elle rentre en croyant que ça y est, c'est fini, et c'est terminé, elle a pris la pilule, elle peut être en train de la surprendre au moment où elle va le faire. Enfin, ça peut casser la beauté, entre guillemets, de ce moment où elle veut être seule, elle prend sa pilule parce qu'elle se sent enfin apaisée. Sa copine aurait pu débarquer au mauvais moment. C'est vrai que du coup, mettre une distance entre les deux chambres, ça aide déjà un petit peu plus. Mais du coup, j'ai toujours du mal avec ce titre. Et donc j'en viens à ma scène préférée parce que j'ai trouvé que c'était la plus intense, c'est la scène de l'interrogatoire. Une fois que Tilda Swinton a pris sa pilule, elle a laissé une lettre à Julianne Moore. D'ailleurs, on ne sait même pas si Julianne Moore détruit cette lettre et de quelle manière, est-ce qu'elle la brûle, est-ce que machin, parce que ça pourrait être un indice. Et elle a fait une lettre pour la police où elle dit que, voilà, en gros, sa copine est au courant de rien, qu'elle a acheté un truc sur le dark web, etc. Elle explique toute l'histoire sans mentionner que sa copine est au courant. Ça, c'était prévu avec Julianne Moore depuis le début. D'ailleurs, on pourrait se demander, mais pourquoi elle accepte aussi facilement le fait de se rendre complice d'un crime? Pour moi, c'est pas un crime, mais la société, les lois disent que oui. Et en sachant qu'elle a quand même une situation, elle est écrivaine, elle est assez connue, elle prend un risque pour sa propre vie. Et même là-dessus, il n'y a pas de temps de réflexion, c'est oui tout de suite. Enfin oui tout de suite. Elle lui dit il me faudra un petit peu de temps pour y réfléchir, mais au final, elle l'appelle juste après. Voilà, on n'a pas le sentiment qu'elle a vraiment pris le temps de mûrir la réflexion. Et du coup, il y a ce flic, lui, il n'est pas dupe, il a bien compris le truc, et du coup, il y a une petite tension qui se crée, parce que du coup, il pose des questions, et Julianne Moore doit répondre, et moi, j'étais à l'affût du moindre mot qu'elle pourrait dire, le moindre mot maladroit qui pourrait la trahir, et j'étais très concentré sur le texte, j'ai été concentré particulièrement sur cette scène, j'aurais voulu qu'elle soit encore plus longue, ou qu'il y ait plus de scènes de ce genre, où on sent qu'on essaie de la piéger, en plus vous connaissez, si vous avez déjà été face à des flics, vous savez que les flics vous rabâchent les choses, vous reposent les mêmes questions, c'est justement pour voir si vous trompez pas dans votre version, etc. Comment je sais ça? Ça c'est une autre histoire. Et en plus de cette tension, à un moment le mec il parle franchement et on comprend tout de suite que c'est un connard de religieux. Il appelle ça un crime, il parle de suicide aussi, donc tous les termes que je ne peux pas blairer pour parler de ce genre de situation, parce qu'en plus c'est un jugement par rapport aux lois, et le mec en plus voilà mentionne la religion, donc on a complètement compris son état d'esprit. Donc c'est un personnage qui devient malaisant, qui devient un vrai poids, ce poids dont je vous parlais tout à l'heure que je ne ressentais pas, là on le ressent. Le temps d'une seule scène. Et c'est dommage, en plus du coup il nous fait sentir, il fait culpabiliser l'action de Julianne Moore, mais aussi de Tilda Swinton, alors qu'elle est plus là. C'est horrible d'incriminer comme ça une morte, d'essayer de lui retirer de la dignité, alors que c'est le sujet du film, en l'accusant d'être une autocriminelle, hein, de la juger, et puis alors surtout de la juger par rapport à la religion, quoi. Donc je m'attendais à une enquête un peu intense, peut-être un petit procès, ou en tout cas une prolongation de cette scène d'interrogatoire, ou éventuellement quand l'avocate dit c'est réglé, de toute façon il ne pourra rien faire, voilà j'ai fait ce qu'il fallait, peut-être voir l'homme derrière le flic, jeter certains regards, se dire qu'il allait peut-être essayer sur ses heures libres, d'essayer de prouver quelque chose, d'avoir des indices. J'avais envie qu'on approfondisse le truc. Mais non, rien du tout. Donc pour moi, c'est un film assez conventionnel sur un sujet qui n'est pas censé l'être. C'est pas un film auquel je donnerais en dessous de la moyenne, ça serait retirer la dignité que je dois au film en termes de mise en scène et d'acting. Je suis arrivé au générique de fin sans avoir vraiment ressenti d'ennui, en fait. À un moment ou deux, je me suis dit, est-ce que je vais pas commencer à m'ennuyer? Je me suis pas ennuyé, mais arrivé au générique final, j'ai une sensation d'inachevé. Mais comme je vous disais, c'est peut-être une question de ressenti personnel, d'époque dans laquelle j'ai grandi. Je pense effectivement que ce film est d'utilité publique et qui peut être très intéressant à montrer aux nouvelles générations, qui le ressentiront peut-être autrement que moi. C'est peut-être aussi une bonne chose qu'on leur montre un film formaté dans le sens de l'euthanasie, d'être pour
convaincre, cette fois-ci faire une propagande inverse auprès de la jeune génération en leur disant c'est normal, il faut l'accepter. C'est pas plus mal, hein, une propagande positive, ça serait bien pour une fois. Parce que c'est vrai que là, au final, le seul personnage qui est contre ce sujet, hein, qui s'exprime vraiment sur ce sujet, l'avocate elle-même le fait passer pour, elle le cite comme étant un fanatique religieux. Donc on le dépeint comme une saleté, hein, comme un personnage qu'on ne peut pas aimer. Il n'y a que les fanatiques religieux qui vont l'apprécier. Donc du coup, on sent que le film est formaté pour aller dans le pour. Et ça, c'est quand même quelque chose que je vais apprécier, même si je vous dis que moi, juste en tant que spectateur, pas l'être humain, mais le spectateur, avait envie d'être un petit peu plus chamboulé, un petit peu plus envie d'avoir de matière à débattre. Et c'est vrai que sur un plan humain, du coup, oui, ça reste un joli film. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire votre ressenti, je serais très curieux de savoir comment vous l'avez ressenti, parce que bon, Almodovar, c'est quand même quelqu'un qui a tendance à faire plutôt l'unanimité, on défend beaucoup son travail, moi j'aime aussi beaucoup, mais là je suis un petit peu frustré, voilà, de plein de petites choses. Donc n'hésitez pas à me donner, vous, votre angle de vue sur le traitement du film en lui-même, pas sur la question de l'euthanasie, je ne changerai pas d'avis. En plus, j'ai déjà eu le débat des millions de fois depuis que je suis ado, je connais les arguments du camp des contres, vous ne me ferez pas changer d'avis, je connais vos arguments, ils sont nuls. Et surtout, c'est quasiment toujours des arguments « moi j'ai été élevé comme ça » ou « la religion dit ceci ». Épargnez-vous, je préviens aussi toutes les grenouilles de bénitier, parce qu'il y a des gens qui ont des pages, même avec des vidéos christiques et ce genre de choses, qui sont à l'affût de vidéos qui traitent de suicide, d'euthanasie, d'avortement, etc. et qui viennent comme ça avec leur petit avatar, avec un petit Jésus, tout ça, et qui viennent comme ça foutre des pavés en parlant de Jésus, de Dieu, des machins, de comment on doit penser. Je vous préviens, vous venez poster, vous êtes bloqué direct, vous êtes des dangers liberticides pour les gens, vous ne respectez pas la liberté des gens, je ne vous respecte pas non plus. Moi je n'aime que les gens qui réfléchissent par eux-mêmes et qui n'empêchent pas les autres d'avoir leur propre chemin de réflexion. Donc comme je disais, si vous, dans votre propre vie, vous ne voulez pas être euthanasié ou divers autres sujets par rapport à votre foi, je m'en fiche complètement, et je déteste les gens qui disent aux autres qu'ils n'ont pas à le faire parce que Dieu a décidé de ceci ou cela, ou parce que la loi le dit. La loi, c'est juste des mecs dans un bureau un jour qui ont décidé « Ah bah ça on l'interdit, ça c'est pas bien, ça c'est... » Ce n'est pas réfléchir par soi-même et avoir un vrai angle de réflexion que d'obéir à une loi. Ça sent que j'ai de la rancœur ou pas envers les religions? Parce que sinon je peux en mettre une couche, hein, ça me dérange pas. Je crois que tu dois faire ce dont tu as envie. Oh putain, la vieille d'en bas qui a encore mis sa télé à fond la caisse. Je crois que je vais aller l'euthanasier à coups de marteau. La télé ou la vieille? Et n'hésite pas à souligner à quel point tu as aimé cette vidéo. Alors envoyez des sous, merci beaucoup.